Bonjour à tout le monde, mon nom est Alexandre Coef, je travaille sur la cohésion sociale au Centre de développement de l'OCDE. Je vous souhaite la bienvenue à cette troisième session de notre conférence sur le thème atteindre la protection sociale universelle, et j'ai le plaisir de co-présider cette session avec ma collègue Eva Mikkonen du ministère des Affaires étrangères de la Finlande. Il y a tout un débat sur la protection sociale universelle. Cela retient beaucoup l'attention. Nous avons pensé qu'il serait très important d'organiser cette session pour mieux comprendre certaines des possibilités que nous avons de mettre en œuvre ces systèmes de protection sociale universelle correspondant à l'ODD 3. C'est la raison pour laquelle notre objectif principal sera d'explorer quelques-unes des voies qui peuvent mener à la protection sociale universelle, voies empruntées par des différents pays et régions du monde. Cet après-midi, nous allons donc entendre des représentants de gouvernements qui vont nous parler de l'expérience de pays qui ont déjà accompli de bons progrès vers la couverture universelle, à différentes étapes du cycle de vie. Nous allons tirer des enseignements d'expériences récentes telles que protection sociale universelle, prestations pour les enfants et pensions de vieillesse. Nous allons également entendre des experts en protection sociale qui vont nous dire comment étendre la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle. Chacun sait que la voie menant à la protection sociale universelle peut être semée d'embûches. De nos expériences récentes démontrent en effet que beaucoup de pays ont eu les plus grandes difficultés. Un problème récurrent, c'est de pouvoir s'assurer de la volonté des gouvernements et des contribuables à investir dans la protection sociale. Pour beaucoup d'entre nous, ceci est peut-être en contraste avec le fait que la protection sociale, depuis un certain nombre d'années, est de plus en plus largement reconnue en tant que droit de l'homme fondamental, mais également en tant que moyen de lutter contre la pauvreté. Et dans beaucoup de pays, il peut rester difficile d'investir dans la protection sociale, notamment parce que les investissements dans la protection sociale n'apporte pas toujours d'avantages immédiats, même si à long terme cela représente une contribution à la croissance économique et à la justice sociale. À l'OCDE, nous avons étudié récemment l'impact de la protection sociale sur une croissance inclusive, et les conclusions démontrent bien que investir dans la protection sociale, cela peut être très valable et avantageux sur le plan économique. Et nous espérons que ce genre de conclusions permettront de renforcer les arguments économiques en faveur de plus importants investissements dans la protection sociale. Il y a des problèmes, notamment dans des pays qui ont une économie informelle importante, qui consistent à trouver les meilleures modalités pour étendre la couverture de manière à reconnaître la diversité des travailleurs de l'économie informelle et leur apporter des solutions qui soient justes, efficaces et durables. Nous avons récemment fait des travaux de recherche conjointement avec l'OIT pour examiner le problème de la vulnérabilité dans l'économie informelle, et une conclusion importante qui est ressortie de ces travaux de recherche menés sur la base des nouveaux indicateurs de l'OCDE de l'informalité, c'est que il est important d'ajouter le facteur ménage, car cela permet de mieux mettre en lumière les problèmes se posant au niveau des ménages et donc inclure plus facilement les travailleurs de l'économie informelle. Pour les pays pour lesquels nous avions des données, nous avons constaté qu'un tiers des travailleurs informels vivent dans des ménages pauvres,
qui pourraient mieux s'en sortir s'ils bénéficiaient d'une couverture sociale plus complète. Environ 40% vivent dans des ménages qui sont autosuffisants du point de vue alimentaire et pourraient donc cotiser à des systèmes de sécurité sociale s'ils en avaient la possibilité. Il y a également dans certains ménages informels certaines des personnes qui y vivent qui font partie de l'économie formelle. Troisième grand défi que rencontrent les gouvernements de pays en développement alors qu'ils s'engagent dans la voie menant à la protection sociale universelle, c'est d'intégrer la dimension homme-femme. C'est une dimension qui ne retient que peu l'attention dans les régimes d'assurance sociale pour le moment. Et comme beaucoup d'autres à l'OCDE, nous n'avons cessé d'insister sur le fait que les cadres d'assurance neutres sur le plan de l'égalité ne garantissent pas des résultats idoines. Et il n'est pas toujours avantageux de trop insister sur le rôle des femmes en tant que prestataires de soins. L'essentiel est de proposer des résultats équitables aux hommes et aux femmes tout au long de leur vie et c'est pourquoi il faut encourager un rôle plus important pour les hommes en tant que prestataires de soins et pour les femmes en tant que travailleuses. Malgré toutes ces difficultés, la bonne nouvelle, c'est probablement les immenses progrès enregistrés par de nombreux pays vers une protection sociale universelle au cours de ces dernières années, ce qui nous donne en fait une base de plus en plus importante de données d'expérience concernant toutes les régions du monde. Depuis 2015, l'OCDE et la Finlande on travaille dans le cadre du programme de l'Union européenne sur la protection sociale dans plusieurs pays d'Asie et d'Afrique qui sont en train d'étendre leur système de protection sociale. Et les enseignements retirés de ces activités sont aussi variés que les pays eux-mêmes. Mais nous avons trouvé des éléments communs assez nombreux néanmoins parmi tous ces pays et notamment dans deux domaines importants. Tout d'abord, un grand nombre de ces pays ont déjà des bases solides de protection sociale indépendamment de leur niveau de revenus. Dans certains cas, la base est obtenue grâce aux informations, comme c'est le cas du Cambodge notamment. Il y a une base de données importante. Dans d'autres cas, il y a un ou deux programmes qui peuvent faciliter l'extension. Par exemple, les succès remportés par le programme de filet de sécurité productive de l'Éthiopie, qui a permis de mener des programmes contre la pauvreté urbaine, mais également des programmes dans le domaine de la santé. L'Indonésie a un système de santé qui avance beaucoup vers la couverture sociale universelle. C'est un exemple de réussite. La façon dont les gouvernements peuvent étendre la couverture en subventionnant les cotisations des travailleurs. Deuxième enseignement tiré, la protection sociale universelle peut avoir un prix raisonnable au fur et à mesure que les pays accroissent leur espace leur marge budgétaire. Toutefois, comme l'ont également démontré de nombreuses études, l'équité du financement de la sécurité sociale doit être surveillée de près. Au Togo, par exemple, une analyse récente a montré qu'une politique budgétaire réduit l'inégalité mais aggrave la pauvreté. Il est donc essentiel de mieux comprendre l'impact des impôts sur la vulnérabilité des ménages. C'est essentiel. Donc pour résumer, même si les réponses ne sont pas toujours simples, pour étendre la couverture, il est tout aussi évident que des solutions créatives existent et qui ont d'ailleurs été appliquées par de nombreux pays. Je voudrais maintenant accueillir nos 5 intervenants de cet après-midi. Nous avons le plaisir d'accueillir tout à ma droite Madame Rachel Moussier. Et Rachel, vous êtes directrice adjointe du programme de protection sociale, les femmes dans l'emploi informel, mondialisation et organisation, le WIEGO. C'est un laboratoire d'idées. Vous êtes membre également de la Coalition mondiale pour les socles de protection sociale.
À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Aïda Kazimalieva, qui est membre du Parlement kirghize, de la Commission des affaires sociales du Parlement kirghize, de la République kirghize. À ma droite, nous accueillons avec plaisir Madame Salomé Ndenga de Namibie, ministère de l'Éducation et de l'Éradication de la pauvreté et du bien-être social, et à ma gauche, Monsieur Maliki, directeur de la planification de la population et de la sécurité sociale, Bappenas, Indonésie. Et à côté de M. Maliki, nous avons Mme Mirta Diniz, qui est directrice exécutive de l'unité technique du cabinet social de la présidence du Paraguay. Alors, j'ai une première série de questions à soumettre à nos intervenants. Pouvez-vous identifier un domaine de la protection sociale où votre pays a bien progressé vers une protection sociale universelle? Et pourquoi ce domaine-là a-t-il été choisi? Sur la base de cette expérience, pouvez-vous nous en dire plus sur les obstacles rencontrés et les mesures qui s'imposent pour que la progression vers une protection sociale universelle puisse être aussi fluide que possible. Je vais demander à Madame Mirta d'intervenir en premier. Bonjour à tous. Je vous remercie de l'invitation. Je suis ravie de vous faire part de l'expérience du Paraguay dans ce domaine, alors que nous nous dirigeons vers l'universalisation de la protection sociale. Le Paraguay, c'est 29,9 millions de PIB. Au niveau mondial, nous sommes connus pour nos capacités de production de matières premières que nous exportons vers le monde entier. Voilà donc notre potentiel. Sur le plan économique, sur le plan énergétique, nous sommes à un tournant et nous pouvons accélérer la cadence en matière de protection sociale et de politique sociale. Ces 10 dernières années, nous avons réussi à étendre le programme de protection sociale. Nous incluons le premier candidat de la population en termes de revenus. La couverture qui était de 9% est maintenant de 32%. Et ce pour les divers programmes de protection sociale. Si nous analysons les divers secteurs, ce que nous constatons, c'est que l'on arrive à cibler les plus vulnérables et ça représente 30% de la population, donc 30% de la population qui est couverte. Ces 10 dernières années, la couverture sanitaire s'est aussi étendue. Nous avons fait preuve d'une grande audace et nous sommes devenus plus inclusifs. Nous avons réussi à investir dans les zones les plus vulnérables et les plus isolées. La couverture qui était de 50% auparavant est maintenant de 80%. Mais il est vrai qu'il reste 20% et c'est ça le problème à régler. Nous voulons réduire la pauvreté. Là aussi, nous faisons beaucoup. Nous voulons étoffer les programmes sociaux. Nous voulons que la couverture sanitaire soit meilleure, mais nous voulons aussi que l'éducation soit meilleure et nous visons l'inclusion, l'élimination des inégalités. C'est un effort soutenu de réduction de la pauvreté. Nous avons 50% de la population qui auparavant était en situation de pauvreté. Et maintenant, ce n'est que 27% de la population qui est en situation de pauvreté.
Le gouvernement précédent et celui-ci ont consenti des efforts importants pour évaluer la situation sociale du pays. On a posé un diagnostic et nous avons le cabinet qui fait des propositions et qui invite les différents secteurs de la population à participer au dialogue sur ce volet social. Nous avons donc un système de protection sociale et nous suivons les ODD, surtout pour la cible 1.3. Nous souhaitons que toute la population soit couverte. Nous avons aussi un potentiel de croissance économique qui est important, c'est un fait, mais les vulnérabilités existent. Il y a de nombreuses inégalités et c'est là notre problème. Au niveau de l'exécutif, au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau du secteur privé, les universitaires, la société civile. Nous avons des initiatives qui sont prises. Le gouvernement s'implique, s'engage, le nouveau gouvernement depuis l'année dernière, mais pas seulement. Tous les secteurs participent et au Congrès, au Parlement, le travail se fait. C'est un travail législatif qui est très important pour la protection sociale. Nous avons aussi les alliés stratégiques, ceux avec lesquels nous coopérons. Je remercie d'ailleurs l'Union européenne qui nous aide beaucoup, mais il y a d'autres entités internationales qui nous aident. Il faut donc un système de protection sociale. Au Paraguay, nous parlons de programmes de protection sociale, mais aussi d'un système de protection sociale qui ne laisse personne sur le bas-côté. Le budget général du pays prévoit 30% des recettes pour la protection sociale. Les ressources sont affectées au système de protection sociale, mais aussi aux secteurs qui ne sont pas privilégiés, car nous voulons une couverture totale et nous voulons prendre des mesures petit à petit, mais surtout des mesures qui soient pérennes. Nous avons le budget de la nation et comme on l'a dit précédemment, il faut dialoguer avec le ministère des Finances. Il faut faire en sorte que les budgets suivent. Ça fait partie de notre stratégie de mise en œuvre. Il faut donc étendre le système de protection sociale et il faut aussi dialoguer avec le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur doit être à nos côtés si nous voulons étoffer cette couverture sociale. Mais je ne parle pas simplement de programme, je parle aussi de stratégie, de coordination, d'occupation du territoire. Et pour répondre à la question, quels sont les principaux défis ? Eh bien, les principaux défis, c'est la gouvernance. Et la gouvernance, ce n'est pas simplement l'exécutif. La gouvernance, ce sont les divers secteurs de la société. Parce que la protection sociale, ça concerne non pas seulement le gouvernement en place, mais aussi le pouvoir législatif. Et ça concerne aussi les pouvoirs locaux. Il faut que tout le monde s'engage. Il faut que personne ne reste sur le bas-côté. Nous parlons de gouvernance au Paraguay parce que nous voulons que la protection sociale soit une réalité.
Nous voulons une alliance de tous les protagonistes et nous voulons que tous les citoyens s'engagent. Nous voulons que les citoyens fassent valoir leurs droits qui sont reconnus et respectés. Nous sommes en train de suivre un modèle qui implique les pouvoirs locaux, mais aussi les organisations de la société civile et qui fait aussi intervenir le secteur privé. C'est donc un modèle de gouvernance que nous mettons en place. Évidemment, nous partons de ce qui existe déjà, mais l'important, c'est le budget pour 2020. Si nous voulons être inclusifs, nous devons nous doter des outils de coordination. Et vous savez, la coordination, on en parle beaucoup. La coordination, c'est un outil puissant. Et cela dit, il faut aussi voir que c'est important, car ça permet beaucoup de choses. Mais il faut savoir qui fait quoi. Il faut être aux côtés des personnes et il faut que les services sociaux fonctionnent. Ensuite, pour répondre à l'autre question, il y a les autres piliers de sécurité sociale, mais il ne faut pas oublier de cibler les plus vulnérables. Nous avons une population qui connaît une grande pauvreté, mais il ne faut pas oublier les autres piliers, à savoir le problème du secteur informel. Il faut réduire le secteur informel. Il faut réduire la précarité de l'emploi. Et d'autre part, c'est très important et je tiens à vous le dire, il faut revenir sur cette question de la sécurité sociale parce que nous voulons depuis 20 ans des programmes de sécurité sociale, mais il faut sortir de cette logique des programmes. Il faut un régime de sécurité sociale. Il ne faut pas cibler simplement les plus pauvres. Nous avons vu que si nous ne travaillons pas avec les autres secteurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le secteur informel ou ceux qui sont exclus de la sécurité sociale, eh bien, les programmes ne donneront pas les résultats escomptés et de toute façon, les ressources ne seront pas au rendez-vous si les programmes ne sont pas efficaces. Donc, inclusion sociale, mais aussi la formalisation du travail. Et ça relève du ministère du Travail. Il y a une campagne qui a été lancée, on dialogue avec le secteur privé, mais il y a aussi l'autre pilier lié à la sécurité sociale. Et ça, c'est le ministère de l'Intérieur, le ministère des Relations sociales, mais aussi toutes les caisses de prévoyance du système privé. Je vais m'arrêter là et je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci. Merci Madame Denis du Paraguay, merci. Vous ne voulez laisser personne de côté. Il faut des ressources pour la sécurité sociale, pour lutter contre la pauvreté. Il est clair qu'il y a d'autres défis à relever, les problèmes de gouvernance. Il faut trouver le juste équilibre pour la prise de décision à tous les niveaux et il faut garantir la coordination entre les divers ministères. Maintenant, je me tourne vers Monsieur Maliki de l'Indonésie. Si vous voulez bien répondre à la question. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je commencerai par vous dire où nous en sommes en Indonésie. Parmi les 5, nous sommes le plus peuplé du monde, 265, ça c'était 2018. Donc le défi, c'est le vieillissement de la population chez nous. Nous avons 10% de la population qui a plus de 60 ans. Ces 5 prochaines années,
nous allons connaître un autre pic avec les jeunes. Alors la question sera de savoir comment optimiser ce dividende démographique. Protection sociale. En 1945, la Constitution prévoyait déjà de protéger tout un chacun. Le pays doit protéger les plus vulnérables. Ça remonte à 1945, mais il a fallu attendre l'an 2000 pour un texte de loi sur les droits sociaux. Nous avons intégré la protection sociale, la réduction de la pauvreté dans nos documents à partir de l'an 2000. Nous avons une stratégie nationale pour l'atténuation de la pauvreté et tous les 5 ans, nous mettons à jour ces documents. Nous avançons bien vers la couverture sociale universelle. Nos programmes prennent de l'ampleur. On l'a vu avec les données de l'OCDE, la couverture progresse 20-37% d'ici à 2030. Mais il faut voir quel est le cycle de vie. Nous avons un retard de croissance important dans certaines régions. Donc, il faut un meilleur lien entre la protection sociale et les pensions. Il y a aussi des problèmes chez les jeunes enfants et même chez les adultes. Je vous l'ai dit, la population vieillit. Et pour ce qui est des jeunes, ces 5 prochaines années, les jeunes vont être de plus en plus nombreux. Alors la question est de savoir comment améliorer la politique du marché de l'emploi pour être plus actif en la matière et pour pouvoir répondre aux besoins du marché. Ces 4 dernières années, bon, c'était 2000, 2015, ensuite 2019. Ce sera le travail à mi-parcours. Ces 4 dernières années, donc, nous avons œuvré à la protection sociale. Nous avons maintenant de bons résultats. Le système est bien intégré. Le système de ciblage fonctionne. Les taux de pauvreté ont baissé. Ce n'est qu'un chiffre maintenant et non plus 2 chiffres. Alors, qu'est-ce qui pourrait rendre la protection sociale efficace? Eh bien, la protection sociale est efficace si l'assurance santé fonctionne. La couverture est de 80% chez nous, mais je pense que nous allons y revenir. Le plus frappant, c'est que nous avons d'autres sources. À partir de 2015, nous avons un fonds au niveau des villages et ça couvre 80 000 villages et le fonds ne cesse de s'étoffer. Comment est-ce que l'on utilise ce fonds ? C'est pour la création d'emplois dans les établissements publics, c'est pour l'autonomisation des personnes, c'est pour les infrastructures sociales, les cliniques ou les institutions pour la petite enfance. Et ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur la question des transferts, des virements en espèces, voilà qui permet de réduire la pauvreté. Voilà pourquoi nous avons un taux à un seul chiffre maintenant. Et ça permet aussi de réduire les inégalités au niveau national comme au niveau de chaque village. Il y a quelques mois, les inégalités devenaient plus importantes au niveau des villages
Mais maintenant, c'est l'inverse. Les inégalités diminuent et puis il y a aussi la croissance économique que permet ce fonds au niveau des villages. Ensuite, l'accès est plus simple pour les groupes isolés, pour l'enregistrement et pour les statistiques. Nous avons des personnes qui habitent sur des îles éloignées ou dans des endroits reculés qui peuvent accéder à leur certificat de naissance, par exemple, ce qui donne accès à d'autres programmes d'État et notamment à la protection sociale. Mais il reste des problèmes à régler. Comment faire en sorte que ceux qui ont de faibles revenus puissent accéder à ce fonds? Comment faire en sorte qu'ils aient de meilleurs emplois? Et comment exploiter les gains sur le long terme? Car il faut mettre à profit le capital humain. Ce fonds pour les villages est très utile et c'est un outil très puissant. C'est un fonds qui travaille, qui fonctionne de manière très simple et on peut extrapoler ce fonds à d'autres initiatives pour lutter contre le retard de croissance, par exemple, pour la cohésion sociale, pour des programmes de formation. Encore une fois, c'est important pour les statistiques et l'enregistrement à l'état civil. On progresse beaucoup. Le taux de pénétration a doublé ces 2 dernières années, ce qui permet aux femmes dans les villages d'avoir accès à des fonds, d'avoir accès à l'Internet et de pouvoir lancer leur affaire. Nous avons des centres économiques qui sont ainsi ouverts et on peut ainsi se livrer à des activités économiques. En Indonésie, l'Internet est de plus en plus important. L'économie s'ouvre à l'Internet et c'est une excellente occasion pour la population qui ainsi peut accéder à des activités économiques. Voilà, je crois que c'est tout pour l'instant. Merci. Very interesting example. You had mentioned actually the specific. Oui, c'est quelque chose de très intéressant étant donné le contexte spécifique de l'Indonésie qui abrite une population jeune. Nous pouvons bien sûr réconcilier l'aspect social avec le marché du travail. Je vais maintenant me tourner vers Madame Kazimalieva, donc du Kirghizistan, qui a beaucoup de choses à partager avec nous. Здравствуйте, уважаемые гости. Bonjour mesdames et messieurs les invités à la conférence. Si vous entendez de l'interprétation, eh bien c'est parfait. J'aimerais donc vous présenter un petit peu le Kirghizistan, notre démarche et les efforts vers une transition vers une protection sociale universelle, comme on a dit. Donc souvent on a un problème, c'est qu'on fait un pas en avant et 2 pas en arrière. Il y a beaucoup de facteurs d'ordre politique. Je vous en parlerai. Parfois il y a des problèmes budgétaires et tout d'abord j'aimerais vous parler un petit peu du Kirghizistan, des données statistiques de base qui vont vous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Au Kirghizistan, donc nous avons une population de plus de 6 millions d'habitants. Donc 25% de cette population vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a notamment beaucoup de pauvreté parmi les enfants. Et
et donc 38% des personnes donc, ont plus de 12 ans et nous avons donc 10% de retraités. Ensuite, donc, bien, nous faisons des efforts. Nous avons entrepris il y a 2 ans un effort de réforme du système pour la protection de l'enfance et pour que cette protection soit plus universelle. Malheureusement, la Providence s'est arrêtée à mi-chemin de ses bonnes intentions et nos efforts n'ont pas nécessairement atteint les objectifs voulus. Nous avons une éducation gratuite jusqu'à la 9e classe. En juin 2018, un groupe de députés a fait passer un projet de loi, adopté un projet de loi pour que l'État paie aux enfants des familles pauvres donc les frais de santé, et nous l'avons fait en 3 étapes. D'abord, nous avons voulu donc payer donc des soins de santé donc à la naissance, notamment avec un chèque de santé de $100. Ensuite, il y a eu une subvention que nous avons appelée subvention catégorielle, de manière à ce que chaque enfant reçoive au moins $10 par mois. Et troisième mesure, donc c'est une subvention mensuelle qui est octroyée au 3e enfant. Jusqu'alors, donc il n'existait rien et nous avons essayé de donc lutter contre la pauvreté. Ensuite, nous avons voulu renforcer donc la 2e mesure pour les enfants de 0 à 3 ans, de manière à ce que chaque enfant puisse recevoir cette allocation, de manière à faire reculer la pauvreté. Et ceci a permis une réduction de la pauvreté parce que avant donc ces allocations pour l'enfant, nous avions de grosses difficultés. Donc au départ, beaucoup d'enfants étaient laissés sur le bord de la route, c'est-à-dire passés sous les radars du système. Il y avait un système de corruption et cet argent était détourné. Et ensuite il y avait la charge bureaucratique avec une exigence de beaucoup de documents, beaucoup de papiers, et souvent les gens, à cause de cette bureaucratie, ne pouvaient pas recevoir ces allocations. Étant donné que la majorité des familles avait donc beaucoup d'enfants, il y avait des problèmes de structure, de vulnérabilité des enfants, et malheureusement nous avions des difficultés donc pour prendre tout cela en compte. Alors en 2017, il y a eu un décret présidentiel qui disait qu'à partir de 2018 il y a eu des élections présidentielles. Et la situation a été réévaluée. Il y a eu de grandes discussions en disant pourquoi les familles riches ne pourraient pas participer aux allocations des familles pauvres. Et alors, on s'est dit pourquoi moi j'ai 2 enfants, je suis pauvre, et pourquoi je ne devrais recevoir des subventions qu'à partir du 3e enfant, etc. Et donc un projet de loi a été donc rédigé. Nous avons travaillé avec les institutions financières et en mars 2018, comme je l'ai dit, nous avons donc fait 2 pas en arrière, si j'ose dire. Donc il y a eu donc cette allocation universelle et finalement, les choses sont restées un peu en l'état. Je voudrais dire que
Donc j'ai parlé un petit peu du système social au Kyrgyzstan, mais au Parlement actuellement nous faisons un énorme travail. Nous réunissons des données concernant tous les pays pour étudier les problèmes de base. Nous voulons introduire maintenant ce que nous avons essayé de discuter donc en 2018, c'est-à-dire des allocations pour les enfants jusqu'à 3 ans. De manière à ce que les enfants puissent au moins se nourrir correctement. Ensuite, donc, nous avons essayé de travailler sur le long terme. Un groupe de travail réuni recueille des données et nous avons, suite à l'analyse de ces données, procéder à de nombreux changements. Un autre succès pour le Kyrgyzstan est donc dans la fixation d'objectifs de développement durable dans le cadre d'un programme national. Il existe une stratégie appelée stratégie 2040, où nous essayons de reprendre un petit peu tous les points que j'ai mentionnés concernant la protection sociale. Ceci a fait l'objet de la signature d'un décret présidentiel et nous essayons donc de suivre la voie qui a été tracée. Ensuite, nous essayons de suivre cette stratégie en fonction des objectifs donc pour 2040. Alors il y a un effort de coordination pour réaliser et atteindre ces objectifs de développement durable. En 2020, nous aurons donc un rapport et nous essayons d'accélérer les choses. Voilà un petit peu les défis qui se posent aujourd'hui au Kyrgyzstan et nous essayons de travailler pour faire progresser les choses dans cette direction. Merci beaucoup. Je pense que nous avons entendu donc l'expérience du Kyrgyzstan, qui est un des exemples de pays où il existe une protection sociale articulée autour des besoins des enfants, qui est maintenant complexe, qui constitue une discussion difficile sur la distinction qui vont donc procéder à l'universalisation et qui font l'objet de beaucoup de discussions pour et contre, et nous vous souhaitons bien entendu le meilleur dans vos discussions. Je vais maintenant me tourner vers Madame Venga et nous allons nous rendre en Namibie et pour entendre donc l'expérience de la Namibie. Okay, thank you very. Merci beaucoup. J'espère que vous avez tous bien déjeuné. Nous sommes très heureux de participer à cette conférence en tant que pays, bien sûr, et nous apprécions les efforts qui permettront de renforcer la protection sociale, et nous sommes très heureux que nos efforts soient reconnus. Nous sommes très heureux de vous faire part de notre expérience avec le reste du monde sur ce sujet très important que constitue la protection sociale. En tant que pays, la Namibie met en place différents programmes de protection sociale. Nous avons donc des transferts en espèces qui incluent donc des transferts sous forme d'allocations pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Nous avons donc par exemple l'allocation des vétérans. Donc en matière de protection sociale, nous avons l'éducation gratuite à l'école primaire et secondaire. Nous avons également une aide sociale pour les prêts et bourses étudiantes pour la jeunesse.
outre cela, eh bien, nous offrons une aide en matière de formation professionnelle. Nous avons également des projets donc pour les femmes. Voilà pour vous donner une vision globale de ce qui se fait chez nous. Alors, une des choses que je peux donc vous communiquer, c'est la mise en œuvre des pensions de retraite et des allocations handicapées. Alors, ce sont deux éléments dont nous faisons sur lesquels nous travaillons. Il s'agit d'étendre la population, la protection en faveur des personnes vulnérables, notamment des personnes en situation de handicap. Il s'agit également de travailler sur les retraites pour les personnes âgées. C'est un engagement pris par le gouvernement pour stabiliser donc cette protection sociale pour les catégories dont je viens de parler. S'agissant de la couverture pour les personnes âgées, nous couvrons donc 93% de la population âgée, donc qui constitue 7% de la population en général. Donc 7% nous couvrons 93% de ces 7% de population. Ensuite, donc nous avons 7% de personnes handicapées, mais ça peut être même davantage parce que toutes les personnes qui sont handicapées n'ont pas nécessairement droit à cette subvention. Par exemple, ceux qui peuvent subvenir à leurs besoins, etc. Nous offrons donc une bourse, une allocation, pour ces catégories. Ensuite, la couverture donc est à 9,6%, concerne 9,6% de la population qui est donc couverte par les allocations correspondantes à ces deux catégories. Ce que je peux dire, s'agissant des possibilités telles que cela a été souligné par le modérateur, c'est que les allocations universelles de base ont progressé de façon significative dans le cadre de la réduction de la pauvreté. Aujourd'hui, la pauvreté concerne 17,4% de la population, dont 11% vit en état d'extrême pauvreté. Donc je dois dire que nous avons fait des progrès significatifs. Les allocations de base ont véritablement contribué à l'élimination de la pauvreté, non seulement pour les bénéficiaires eux-mêmes, mais également pour leurs dépendants. Avec cet argent, les personnes âgées qui sont en mesure qui envoient des enfants à l'école, peuvent accéder à d'autres besoins de première nécessité. Les statistiques montrent également qu'à partir des allocations que nous offrons, chaque dollar que nous donnons, nous sommes en mesure de réduire la pauvreté de 0,31 $. Il s'agit d'un pas en avant important vers l'éradication de la pauvreté dans le pays. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous avons pu mettre en œuvre cela, et nous l'avons très bien fait, c'est grâce à l'engagement politique, tant au niveau du gouvernement actuel qu'au niveau des partis politiques eux-mêmes. Il s'agit d'un engagement en faveur de la prospérité pour tous, et tout ceci a contribué à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. En outre, nous sommes engagés
en faveur de nouvelles perspectives, de nouvelles dépenses en faveur de programmes de protection sociale ont été engagés. Et pour le budget actuel, qui est le budget donc de 2019, nous avons 8,7%, presque 9% des dépenses gouvernementales qui sont consacrées à ces transferts d'argent. Donc l'allocation vieillesse, l'allocation handicapée, l'allocation de l'enfance, tout ça constitue un véritable succès pour le pays et la population. Si nous pouvons couvrir 9,6% de cette population, je pense que cela peut être considéré comme un véritable succès pour le pays. S'agissant maintenant des défis, des difficultés, eh bien, je dirais que nous avons pu réduire la pauvreté à 17,4 et 11%. Tout ceci pose un problème en matière d'inégalité. Et donc, ces mesures sont importantes pour réduire la pauvreté, mais nous ne pouvons pas dire la même chose pour les inégalités, parce que les inégalités demeurent très élevées. Nous avons un quota de 0,56 points d'inégalité, ce qui est important. C'est une difficulté à cause de la fragmentation, de la fracture. Donc les programmes de protection sociale sont très fragmentés et parfois mal coordonnés ou coordonnés de façon peu efficace en matière de programme. Par conséquent, nous avons différents programmes. Certaines personnes peuvent profiter de différents programmes et malheureusement, nous avons un problème de registre social et donc, je pense que si nous pouvons mettre en œuvre ce registre qui permettrait de déterminer les besoins en matière de programmes sociaux, eh bien, je pense que nous pourrions progresser. Donc, savoir qui bénéficie de ce programme ou qui n'en bénéficie pas, etc. Donc, les problèmes d'inclusion et d'exclusion sont très importants. Cela limite la disponibilité ou la mise à disposition des moyens financiers à allouer à ceux qui en ont besoin. Par exemple, nous avons une couverture de 0 à 16 ans et ensuite nous passons aux plus de 60 ans. Ce qui signifie qu'entre les deux, eh bien, il y a un groupe qui n'est pas du tout pris en charge et qui ne bénéficie d'aucune de ces allocations parce que dans la plupart des cas, nous avons par exemple le chômage des jeunes dans cette catégorie. Certains ne sont même pas en mesure de se signaler ou de bénéficier de quoi que ce soit parce qu'ils ne sont pas du tout qualifiés. Donc, il s'agit de savoir comment nous pouvons traiter cette question. Alors, pour traiter les difficultés dont je viens de parler, eh bien, nous mettons en place une réforme qui, en tant que pays, consiste à développer des politiques, un cadre politique de protection sociale avec l'aide de l'UNICEF et de l'OCDE, sans oublier l'USP. Alors, avec ces partenaires, eh bien, nous essayons de mettre en place ce cadre de protection sociale de manière à ce que nous soyons en mesure d'améliorer d'améliorer la coordination et d'avoir une protection sociale plus efficace. Donc, nous avons mis en œuvre un projet politique. Les consultations sont toujours en cours. Une fois que nous les aurons finalisées, eh bien, elles seront approuvées et nous pourrons commencer la mise en œuvre. Je dois dire que certaines des propositions que nous faisons dans ce cadre de protection sociale incluent le développement d'un registre social. Donc nous avons souvent souligné la nécessité d'avoir un système uniforme où nous pouvons inscrire, enregistrer les personnes ayant besoin de manière à économiser de l'argent. Cet argent, nous pourrons l'affecter à des programmes si nous sommes plus efficaces. Outre cela,
Si je puis me permettre, je soulignerai les propositions que nous formulons s'agissant du développement de ces politiques de protection sociale. Eh bien, je dois dire que nous travaillons, par exemple, à la santé de la mère et de l'enfant, parce que ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est que pour les allocations liées à l'enfance, nous atteignons que 34% de la population des enfants. Et les avantages entre riches et pauvres sont pratiquement les mêmes, parce que les pauvres et les riches donc bénéficient à hauteur de 39,51% et 31% des pauvres bénéficient, mais 49% des enfants qui ne sont pas censés en bénéficier en bénéficient quand même, à cause de la manière dont nous mettons en œuvre les choses. Ce que nous voyons, c'est qu'il vaut mieux couvrir tout le monde plutôt que de risquer de laisser quelqu'un sur le bord de la route. Voilà les sujets que nous examinons. Enfin, pour terminer, je signale que nous proposons donc une mobilisation de moyens. Nous devons trouver des solutions pour couvrir, pour que la mise en œuvre couvre l'entièreté des populations. Et donc, nous avons une politique qui doit être applicable. Voilà tout ce dont je peux vous faire part aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que the experience. Nous avons entendu l'expérience de la Namibie, s'agissant des pays qui ont beaucoup progressé en manière de couverture universelle pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Nous avons entendu un certain nombre de défis s'agissant des questions d'inégalité. De beaux progrès ont été faits dans ce domaine. Vous avez parlé de la fragmentation et de la nécessité maintenant d'étendre la couverture de santé de la mère et de l'enfant. Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers Madame Moussier, qui a travaillé sur la question d'informalité et de protection sociale. Alors Rachel, nous savons qu'une majorité de personnes dépendent de l'économie informelle pour subsister. Il s'agit donc d'une question importante pour savoir comment les modèles d'assurance sociale vont répondre aux besoins des travailleurs de l'économie informelle et vont pouvoir s'attaquer aux défis liés à la vulnérabilité. À partir de votre expérience, Rachel, quelle est l'efficacité et l'équité de la démarche visant à s'attaquer à la vulnérabilité de l'économie aujourd'hui? Thank you, Alexandre, and good afternoon, everyone. Bonjour à tous. Et merci, Alexandre. Je commencerai par nous présenter. Nous représentons donc un réseau mondial d'action et de recherche avec des organisations de travailleurs, d'universitaires et de praticiens. Il s'agit de travailler notamment pour les travailleurs pauvres dans l'économie informelle. Comme Alexandre l'a dit, nous travaillons à un socle, nous sommes une coalition donc pour un socle de la protection sociale avec des groupes de réflexion, des groupes de travail, des syndicalistes, etc., pour travailler donc sur les socles nationaux de protection sociale. Voilà pour vous dire brièvement ce que nous faisons, d'où nous venons. En réponse à la question, je vais parler du dernier rapport de l'OIT qui recense les lacunes, notamment en matière de couverture, pour les travailleurs qui ne bénéficient d'aucune couverture ou d'une couverture très lacunaire. Alors, aujourd'hui, nous savons que l'économie informelle représente 2 milliards de personnes, dont 60%, qui représentent 60% de la main-d'œuvre mondiale. Donc, ce ne sont pas nécessairement des groupes marginaux, c'est un groupe qui n'est pas nécessairement homogène, donc il est difficile de déterminer
exactement qui sont ces personnes. Donc nous avons des industriels, des travailleurs dans l'industrie. Il y a des risques de pauvreté à cause des... Ensuite, il y a le problème de la protection des femmes qui vont travailler donc sur les marchés, dans la rue. Il s'agit de salaires très faibles et bien entendu, il y a le problème également des travailleurs domestiques. Par conséquent, dans notre analyse, nous essayons de déterminer le risque et la protection nécessaire pour les travailleurs. Ce qui est le cadre produit par l'OIT en 2002, donc le gouvernement a décidé de dessiner les modèles de protection. D'abord, il y a la nature du travail, ce qui signifie que le secteur du travail, le statut de l'emploi et le lieu de travail. Deuxièmement, il y a l'appartenance homme-femme comme déterminant social de risque. Et ensuite, donc, le stade du cycle de vie. Il s'agit de déterminer les lacunes et de les recenser de manière à ce que les gouvernements sachent ce qu'ils devront faire d'ici 2030. Je voudrais donc citer un certain nombre de défis auxquels nous sommes confrontés. Beaucoup d'orateurs se sont déjà exprimés à ce sujet ou y ont fait allusion. Il s'agit d'abord d'étendre l'assurance vers les travailleurs de l'économie informelle, ce qui est compliqué mais pas impossible. Il s'agit donc de travailler avec les travailleurs domestiques. La contribution des employeurs à la sécurité sociale peut faire la différence. Toutefois, l'OIT estime que 90% des travailleurs domestiques sont exclus de façon légale des systèmes de sécurité sociale, ce qui constitue une lacune importante. Il s'agit de voir comment les travailleurs peuvent donc exercer leur emploi. Souvent, les femmes ne peuvent pas bénéficier d'un travail plus décent. Ensuite, il y a par exemple les modèles de contribution volontaire, mais malheureusement, les travailleurs ne peuvent pas y contribuer parce que ils ne gagnent pas suffisamment. Et donc, les finances à disposition restent faibles. Nous sommes rendus compte que certains des défis constituent l'exclusion des... Donc, la première chose qui a été mentionnée par notre collègue de Namibie, c'est la question du ciblage. Donc, il s'agit de cibler des personnes, mais des personnes qui ne sont pas suffisamment pauvres pour en bénéficier. Donc, il s'agit de mettre en œuvre un système où le modèle doit se concentrer sur les personnes qui ne sont pas sur le marché du travail, donc les personnes âgées, les handicapés ou les enfants. La couverture demeure faible et il y a moins de modèles pour les personnes en âge de travailler. Par exemple, même si la mère et l'enfant sont des éléments critiques de la population, mais souvent elles n'en bénéficient pas. La conditionnalité de transfert d'espèces comme les allocations en enfance ne tiennent pas nécessairement compte des revenus. Les gouvernements ne doivent pas stéréotyper les femmes dans les programmes 6 tels comme seulement des mères. Nous reconnaissons également que l'aide de la protection des droits universels, il s'agit de reconnaître que dans certains cas, les transferts d'argent ont peu de valeur. Tout ceci, évidemment, il s'agit de prendre le cas des retraites sociales. Le peu de valeur des pensions sociales ne remplace pas les revenus des femmes. Et donc nous voyons que les travailleurs continuent de travailler bien au-delà de l'âge de la retraite pour continuer à avoir un revenu tout en ayant des responsabilités. Pour par exemple aider à l'éducation des petits enfants du foyer, tout en exigeant évidemment de l'aide pour eux-mêmes.
Finally, Enfin, l'assistance sociale n'est pas une réponse suffisante pour répondre aux risques que rencontrent les femmes sur le marché du travail. Les femmes migrantes ont besoin d'une réponse adaptée parce qu'elles ont des responsabilités qui sont doubles, professionnelles, privées. Elles ont de longues journées de travail. Si un membre de la famille est malade ou a besoin de soins, eh bien, ce sont les femmes qui se mettent en congé, perdent leurs revenus pour s'occuper de cette personne. Elles ont donc besoin de protection sociale et de services sociaux. Et cette combinaison peut aider les femmes à sortir de la pauvreté et des inégalités. Enfin, les femmes, les travailleuses informelles, et cela semble évident, mais malheureusement ce n'est pas forcément le cas, ont besoin d'une protection du travail. Sans contrat de travail pour les travailleuses domestiques ou sans licence pour les vendeuses ambulantes, eh bien, les travailleuses informelles n'ont pas la garantie qu'elles pourront reprendre le travail après le congé maternité ou après un congé maladie. La protection sociale n'est jamais la panacée dans le cas de mauvaises conditions de travail. Donc, nous pensons que c'est une combinaison de l'assurance sociale, de l'assistance sociale et de l'accès à des services publics de qualité qui peuvent permettre une couverture sociale qui couvre tous les travailleurs. Je vous remercie. Merci, Rachel. J'aimerais vous poser une question complémentaire. Vous dites que la protection sociale universelle n'est pas la même pour tous et que les femmes dans le secteur informel n'en bénéficient que très peu. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de la façon dont la protection sociale peut être étendue aux travailleurs et notamment aux travailleurs vulnérables de l'économie informelle? Merci pour cette question. Il est important et je vais donner un exemple de l'assurance sociale parce que je crois que parfois c'est la plus grande pierre d'achoppement lorsque l'on veut étendre la protection sociale aux travailleurs informels. Alors, on commence par l'hypothèse que la relation d'emploi type, ce n'est pas la norme dans le Sud global. Donc, on doit repenser les liens entre les travailleurs informels et le capital. On a des exemples d'organisations de travailleurs informels qui collaborent avec les gouvernements et le secteur privé pour trouver des solutions innovantes pour étendre l'assurance sociale aux auto-entrepreneurs. Je vais donner un exemple. En Inde, Makati Boards a été créé dans l'État du Maharashtra pour améliorer les conditions de travail et la protection sociale pour les porteurs employés par les vendeurs sur les marchés. Donc il y a une cotisation qui est payée à cet organisme qui permet à ces porteurs de bénéficier d'une protection sociale. En Amérique, il y a le système de monotributo, c'est un impôt simplifié et un mécanisme de collecte de l'impôt pour les micro-entreprises qui a été mis en œuvre en Uruguay, Argentine, Brésil et Équateur. En Uruguay, les micro-entrepreneurs qui adhèrent à cet impôt simplifié bénéficient du système de protection sociale et c'est un outil utile pour étendre la couverture de la protection sociale aux femmes auto-entrepreneurs en particulier. La raison pour laquelle ces mécanismes fonctionnent par rapport aux mécanismes volontaires, c'est que les cotisations indépendantes des indépendants sont complétées par les cotisations des travailleurs formels. Autre exemple, ce sont les organisations de travailleurs informels qui donnent des services à leurs membres lorsque les services publics sont soit défaillants, soit insuffisants. Au Ghana, l'association des marchés de Accra, qui est un membre de WEGO, représente 40 000 vendeurs informels dans la ville et il gère une crèche dans l'un des plus grands marchés. Nous avons constaté que sur 42 marchés
marché, à Accra, il n'y avait que 7 crèches qui n'acceptaient pas plus de 160 enfants. Donc c'est une toute petite couverture. Les vendeurs des marchés ont pu s'organiser et compléter les cotisations qu'ils versent pour compléter leurs revenus. Bien sûr, les crèches ne seraient pas durables sans les subventions étatiques. Même exemple pour les associations de femmes auto-entrepreneurs. Ce sont des femmes qui ont créé des coopératives dans l'état du Gujarat. Encore une fois, c'est une réponse qui vient des travailleuses informelles parce que les centres d'accueil des enfants n'étaient ouverts que 4 heures par jour, 4 jours par semaine, ce qui fait que ça laissait trop peu de temps pour les femmes pour travailler et gagner suffisamment. Alors, qu'est-ce que l'on peut tirer comme conclusion de ces exemples? Tout d'abord, c'est que les organisations de travailleurs informels doivent participer aux négociations avec le gouvernement. Les syndicats et les employeurs doivent participer dans la conception et la mise en œuvre des régimes d'assurance sociale. Bien que les initiatives menées par les organisations de la société civile, les syndicats sont parfois à petite échelle et servent de projets pilotes et montrent qu'il est possible d'inclure les groupes vulnérables et défavorisés. Il faut donc inclure cela dans les projets. Ensuite, on ne peut pas abandonner l'idée de l'étendue du système de protection sociale aux travailleurs informels. Les gouvernements doivent envisager des solutions innovantes, ne pas compter que sur les cotisations des travailleurs et encourager des subventions également du secteur formel. Troisièmement, la façon dont les systèmes nationaux de protection sociale sont financés peut soit renforcer, soit nuire à la redistribution des ressources pour les plus pauvres. Étendre la protection sociale, ça permet un meilleur mix de financement, ce qui réduit la pression sur les systèmes de versement de prestations financés par l'impôt. Cependant, il faut que les gouvernements élargissent les impôts, les systèmes contributifs sont parfois régressifs et dépendent de plus en plus sur les taxes indirectes et les taxes des entreprises continuent à diminuer. Il y a évasion, optimisation fiscale. Dans ce contexte, des propositions visant à faire participer les travailleurs informels au paiement de l'impôt peut permettre d'améliorer la situation. Il y a des travailleurs dans l'économie informelle qui peuvent se permettre de payer un impôt sur le revenu, mais la plupart sont trop pauvres pour le faire. Les travailleuses informelles font partie des plus pauvres et ne seront jamais imposables. Cependant, elles payent des taxes indirectes telles que la TVA et les taxes de licence, d'autres types de prélèvements. Les femmes ont très peu de marge de manœuvre auprès des autorités locales. Alors, quels sont les termes du nouveau contrat social pour les travailleurs de l'économie informelle? Leur inclusion au régime contributif et au système fiscal national doit être associée à une augmentation significative de la qualité des services qui leur sont proposés. Il est important d'avoir un mix financier ainsi que d'avoir une mise en œuvre de la législation du travail si les gouvernements peuvent lutter contre la pauvreté et les inégalités. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, Rachel. Merci d'avoir abordé autant de points importants, y compris le rôle de ce que l'on pourrait appeler un dialogue social renforcé qui ferait participer les représentants de l'économie informelle. Merci d'avoir rappelé l'importance du débat
sur l'assistance sociale, mais sur l'assurance sociale, ce qui montre qu'il y a une responsabilité de la part des employeurs et des travailleurs du secteur formel, sachant que malheureusement, dans de très nombreux cas, le système fiscal est régressif et c'est une chose à laquelle il faut penser lorsque l'on réfléchit à un financement par l'impôt de la protection sociale. J'aimerais maintenant me tourner vers vous, car je sais que vous avez des questions spécifiques à poser à nos conférenciers invités. Thank you very much. Merci beaucoup. Bienvenue, je suis très heureuse d'être ici. Nous avons eu des réponses très riches et des exemples très concrets. Et nous aurions voulu approfondir un petit peu vos cas d'études, mais vous avez déjà présenté de façon très détaillée les expériences vécues par vos pays en matière d'extension de la protection sociale tout au long de la vie. Par conséquent, je vais un petit peu changer nos plans et vous demander, puisqu'il est important de respecter l'horaire prévu, si vous pouviez nous indiquer une chose qui, à votre avis, pourrait aider à améliorer la mise en œuvre. Donc, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez pour arriver à la protection sociale universelle dans votre propre pays, dans votre contexte, et quelles sont les priorités que vous avez identifiées? Est-ce que vous pourriez nous dire ce que serait cette baguette magique que vous utiliseriez? Monsieur Maliki, si vous voulez bien. Merci. Eh bien, j'imagine que l'on va poursuivre le travail entamé dans le cadre de la mise en œuvre de l'assurance maladie. Comme je vous l'ai dit, nous avons une protection sociale qui est quasi universelle en Indonésie. C'est un exemple assez unique. Nous avons une assurance maladie qui couvre 80% de la population, ce qui représente 200 millions d'assurés. Par exemple, en 2017, nous avons mené plus de 200 millions de consultations en Indonésie afin de réduire les problèmes d'accès à la prise en charge des problèmes de santé en Indonésie. Le gouvernement a pris un engagement très fort du côté de l'offre et de la demande. Du côté de la demande, le gouvernement a prévu dans la Constitution que nous viendrions en aide aux plus vulnérables. Et donc nous venons en aide aux 40% de foyers les plus pauvres du pays. Alors, vous me demandez ce que l'on aimerait faire pour améliorer encore la mise en œuvre de la protection sociale. Eh bien, je vous dirais que ce qui serait indispensable, c'est maintenant de couvrir le segment médian de la population, puisque l'on a couvert les 40% les plus pauvres. Maintenant, il y a un segment médian qui n'arrive pas à payer les cotisations et qui est représenté par des travailleurs informels qui disposent de revenus mais qui ne bénéficient pas de subventions. Donc c'est maintenant le défi que nous nous sommes lancés. Il faut attirer ces gens vers le système et faire en sorte de les fidéliser. C'est un effort que doit consentir le gouvernement, car
il n'y a que lui qui puisse le faire. Le gouvernement central a déjà aider les 40% de la population les plus pauvres. Les gouvernements locaux doivent maintenant prendre le relais, mais il faudra pour cela une bonne coordination entre le gouvernement central et les gouvernements locaux pour cibler les personnes qui, pour l'instant, passent à travers les mailles du filet de la sécurité sociale. Il sera important pour cela d'avoir une base de données unique Nous souhaitons en faire un système élaboré, sophistiqué. Au cours des deux dernières années, nous avons réfléchi à la façon dont on pouvait intégrer le registre civil dans cette base de données pour pouvoir couvrir la totalité de la population et utiliser au mieux les ressources dont dispose le gouvernement central et les gouvernements locaux. Excellent, merci beaucoup. Donc vraiment, l'accent que vous mettez, c'est sur l'égalité et pour l'ensemble de la population et le segment médian. Qu'en est-il au Paraguay ? Eh bien, je ne pensais pas qu'il serait aussi difficile de répondre à cette question. Je pense qu'il serait important de trouver une solution. Mais puisque vous avez parlé de baguette magique, eh bien, je vais me permettre de proposer deux solutions. Tout d'abord, il faudrait un panier de base de protection sociale. Je pense que cela garantira que personne ne reste sur le bord du chemin. L'on pourra ainsi couvrir les enfants, les tout jeunes enfants, leur permettre d'accéder à l'éducation. Il est important de s'occuper de ce segment de la population parce que bien sûr je parle d'un pays en développement et puis il faudra également s'occuper des jeunes, former ces jeunes, leur donner les compétences nécessaires pour qu'ils s'intègrent dans le système éducatif mais qu'ils puissent accéder également à la formation technique en utilisant les nouvelles technologies pour que les jeunes puissent s'intégrer sur le marché du travail. Et puis, il faudra veiller également à ce qu'il y ait de bonnes prestations pour la population qui travaille et qui est actuellement exclue du système de sécurité sociale. Il faudra continuer à apporter un appui aux personnes adultes qui ont travaillé toute leur vie et qui se trouvent aujourd'hui sans protection parce que ces personnes n'ont pas pu cotiser à une caisse de sécurité sociale. Il faudra donc veiller à ce que ces personnes puissent bénéficier grâce au programme de transfert d'allocation. Il faudra que ces personnes puissent bénéficier de mesures de base. Tout cela se fera de façon progressive et puis peut-être qu'il faudrait également envisager des réformes plus importantes et là je pense à la question de la sécurité sociale. Au Paraguay, aujourd'hui, 2 travailleurs sur 10 cotisent au système de sécurité sociale. Donc, ce qui veut dire que 8 travailleurs sont exclus et donc sont sans protection. Et je ne parle pas d'une population en situation de pauvreté. Non, je parle de la population de travailleurs qui n'ont pas de prestations et qui n'auront pas à l'avenir une retraite de qualité garantie. Il serait donc important
de couvrir ce segment de la population et il sera important de lui apporter des prestations de qualité. Il faudra donc élargir le système de protection sociale. Ça a été fait, mais nous avons encore 20% de personnes exclues du système de santé. Et ce sont bien sûr des personnes vulnérables qui ne sont pas dans un emploi formel. Et puis, on pourra encore ajouter un élément. Bon, et peut-être que je peux abuser de la baguette magique, mais il faudra améliorer la qualité des services fournis. Alors, il y a une chose, c'est proposer des services, mais autre chose, eh bien, c'est la qualité des services fournis. Il faudra donc mener des réformes qui nous permettront d'améliorer les services proposés à la population. Voilà, je voulais simplement donner ces 3 éléments de réponse qui, à mon avis, pourrait constituer un panier de base, un panier de minimums sociaux pour tout le cycle de la vie de la personne. Et ça doit faire l'objet d'une transformation de la sécurité sociale qui pourra couvrir les personnes les plus vulnérables. Très bien. Donc, encore une fois, vous parlez d'une réalisation progressive, et d'une mise en place progressive et d'un accent que vous mettez sur l'égalité entre tous les assurés. Je vous donnerai la baguette magique après la session, mais je vais maintenant donner la parole au Kyrgyzstan. Est-ce qu'il y a un changement, à votre avis, qui ferait la différence et qui permettrait d'accélérer les progrès, à votre avis ? Eh bien, si j'ai bien compris, vous me demandez ce que je voudrais modifier, ce que je voudrais changer pour transformer la situation. C'est bien cela la question, n'est-ce pas ? Eh bien, je vous ai déjà dit que dans notre pays, il y a plus de 70% de la population qui n'a pas d'emploi formel, qui n'envoie pas de déclaration. Nous n'avons pas de base de données. 60% des enfants les plus pauvres ne bénéficient pas, malheureusement, d'allocations. Donc, il est important de protéger les enfants, de leur faire bénéficier des prestations. J'ai longuement réfléchi à cette question. Elle est très importante. Et je pense que ma mission en tant que femme politique doit être consacrée à la protection des enfants. Au Kyrgyzstan, nous avons un problème par rapport à la violence, aux sévices que subissent les enfants. Nous avons malheureusement fait en sorte que rater quelque chose et ces enfants ne sont pas protégés. Il faut changer la situation. Vous m'avez demandé ce que je pourrais faire si j'avais une baguette magique. Eh bien, je pense qu'il faudrait d'abord avoir une base de données unique, numérisée. Cette année, nous avons entamé la numérisation de la base de données. Le système du ministère de la Santé est en train d'être dématérialisé. Et il est important que toutes les bases de données qui existent doivent être regroupées, elles doivent être uniques. Et puis, il faut lutter contre la corruption. Nous devons avoir des données fiables sur lesquelles nous baser pour pouvoir verser des prestations aux enfants, aux familles pauvres. Il faut que les prestations ne restent pas dans les poches des fonctionnaires, mais aillent directement aux enfants, aux familles qui en ont besoin. Il faudrait que ces prestations aident ces enfants et les familles nombreuses à sortir de la pauvreté. À mon avis, c'est la seule voie pour le Kyrgyzstan. Deuxièmement, j'aimerais dire qu'au Kyrgyzstan, les politiques, les législateurs, mes collègues, les gens qui prennent des décisions ne comprennent pas parfois pourquoi nous devons aider les enfants, pourquoi nous devons venir en aide aux enfants, pourquoi ils doivent être correctement alimentés, pourquoi ils doivent avoir des droits, les enfants. Et il est important de comprendre cela. Peut-être que d'ici 10, 20 ans,
eh bien, la situation aura changé. Mais nous sommes dans une situation dans laquelle il y a beaucoup de viols d'enfants, il y a d'assassinats d'enfants, il y a des enlèvements d'enfants. Enfin, tout cela donne l'impression que nous ne soutenons pas suffisamment les enfants. J'aimerais qu'il y ait des campagnes de communication pour expliquer l'importance de la protection des enfants à la population. Et j'aimerais, puisque nous sommes tous réunis ici, j'aimerais dire que c'est un travail qu'il faut faire au Kyrgyzstan et j'espère qu'il donnera des résultats. Je vous remercie. Super, thank you very much. Merci beaucoup. Vous avez dit ce qui, à votre avis, il était nécessaire d'avoir pour sortir de cette situation. Vous avez mis l'accent sur l'importance de la protection des enfants. Très bien. Enfin, quels sont les changements que vous aimeriez voir mettre en place en Namibie? Eh bien, je vais dire qu'à mon avis, la solution serait d'avoir un registre unique. Cela nous permettrait d'avoir davantage d'inclusion et donc de lutter contre l'exclusion et nous pourrions ainsi couvrir ceux qui ne le sont pas. Cela aidera également à mieux mettre en œuvre les programmes que très souvent nous ne pouvons pas exécuter parce que nous n'avons pas d'un registre unique. Je pense que si l'on avait une base de données unique, eh bien, l'on saurait qui bénéficie d'aide du gouvernement, qui y a droit. Et enfin, j'aimerais parler de l'allocation universelle parce que, à mon avis, les dépenses que l'on fait dans les enfants, ce ne sont pas des dépenses, mais ce sont un investissement. Je vous remercie. Merci pour ces réponses. Nous avons entendu toutes vos réponses et je me souviens que lorsque les ODD étaient en débat, je me trouvais dans une réunion dans laquelle on se demandait ce qu'il fallait y inclure. Il y avait 23 représentants d'un groupe vulnérable. Il y avait des femmes, 50% de la population, les personnes handicapées, les enfants, les jeunes filles, les jeunes, les minorités, donc 23 groupes. Et on s'est demandé quel groupe était le plus vulnérable. Je crois que l'approche du cycle de vie est importante. Tout le monde ici a parlé de système. Donc, pour sortir de ce cloisonnement des groupes vulnérables, parce que personne n'est vulnérable de façon intrinsèque, c'est l'environnement qui vous rend vulnérable. Alors, je pense au cycle de la vie. Que se passe-t-il pour une femme ? En fait, tout dépend de son enfance, de ce qu'elle a vécu à l'âge adulte. Donc il est tout à fait fondamental d'avoir un système qui prenne en charge tous les risques que l'on rencontre tout au long de la vie, à chaque étape de la vie. Je tiens à vous remercier tous pour cette discussion et pour l'analyse que vous nous avez livrée. Et je pense que nous pourrons encore reparler de tout cela. Je vous remercie.